Réussir la transition énergétique, tel est le sujet de notre troisième plateau aujourd'hui. Sujet effectivement d'actualité. Chacun entend parler des fameuses ENR, énergies renouvelables. On entend parler également depuis peu d'écologie à la française. De quoi s'agit-il précisément? Thématique donc d'actualité avec une problématique d'accélérer finalement la production énergétique et de réussir la transition. Alors quelle transition ? Quels partenaires, quelles solutions innovantes mettre en place localement et surtout comment sur le terrain concrètement peut-on favoriser la production d'énergie renouvelable en nous posant également la question du qui fait quoi, un qui fait quoi entre l'État, les collectivités et aussi, il faut bien en parler, entre les collectivités et le secteur privé. Donc on voit que c'est une thématique qui soulève quand même pas mal de questions. Pour aborder ces différents sujets, plusieurs intervenants autour de la table. Jean-Jacques Dumas, président de l'ADEME 19. Monsieur le Président, bienvenue, merci. Antoine Defer, de Service Conseil Expertise et Territoire. On va en parler un petit peu. Structure qui apporte du conseil, de l'accompagnement également aux collectivités territoriales et aux communes en particulier. Monsieur Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de Corrèze. Très honoré de vous recevoir, monsieur le secrétaire général. Pascal Cos, qu'on ne présente plus, président du département de la Corrèze et conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Et pour avoir un regard croisé, effectivement, correspondant à ces différentes problématiques assez spécifiques, Tony Cornelissen, président de la Chambre de l'agriculture de la Corrèze, qui va nous donner également son point de vue sur les thématiques strictement rurales agricoles, qui sont donc fondamentales et essentielles dans ce département de la Corrèze. Je me tourne vers vous, monsieur le Président Jean-Jacques Dumas. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet de la transition énergétique cette année, aujourd'hui, en 2023 ? Eh bien, la transition énergétique, c'est un sujet majeur de notre société. Donc, c'est déjà une raison suffisante, je dirais, pour le traiter. Et si on le traite aussi, c'est que les questions sont nombreuses. Déjà, quelle énergie renouvelable? Il y a l'éolien. Bon, l'éolien, oui, mais il ne faut pas que les éoliennes soient proches des habitations. Il ne faut pas qu'elles gâchent notre paysage corrézien, qui est un atout essentiel de la Corrèze. Donc, finalement, tout le monde veut bien de l'éolien, mais surtout pas en Corrèze. La méthanisation. Alors la méthanisation, c'est très bien si les méthaniseurs utilisent des déchets, mais de plus en plus, on a construit des méthaniseurs de grande capacité et on fait des cultures pour alimenter les méthaniseurs. Alors c'est un peu le principe des Shadocks qui pompaient. Et donc, les méthaniseurs, je ne vois pas un avenir important. Je ne dis pas qu'il ne peut pas s'en construire quelques-uns, mais il n'y a pas un avenir important. Alors, il y a l'énergie renouvelable la meilleure, puisque la seule stockable, c'est l'énergie hydraulique. Mais en Corrèze, on a équipé il y a fort longtemps la plupart des sites. Il reste quelques possibilités avec Rodena notamment, mais l'énergie hydraulique, il ne va pas y avoir des sites importants à équiper. Donc, il reste le photovoltaïque. Et le photovoltaïque, la première question qui se pose avec le photovoltaïque, c'est qui va bénéficier de la valeur dégagée. Est-ce que c'est les grandes sociétés spécialisées ou est-ce que c'est les Corréziens? Est-ce que c'est les agriculteurs? J'ai en face de moi le président de la Chambre d'agriculture. Ou est-ce que c'est également d'autres acteurs? Est-ce que les communes et leurs certaines communalités qui ont des finances bien mises à mal pourront-elles en bénéficier? Mais il y a aussi d'autres questions. La capacité du réseau à absorber la production à venir. Quel terrain pourra-t-on utiliser pour faire du photovoltaïque, en dehors des toitures, bien entendu?
Donc je souhaite que cette table ronde soit l'occasion d'aborder par les différents intervenants, en toute franchise, tous ces sujets et qui s'instaure un réel débat sur le photovoltaïque. Merci, Monsieur le Président. Un débat dense, hein, vous l'aurez compris, avec un certain nombre de points de vue et de regards à croiser au travers des enjeux et effectivement des bénéficiaires. C'est une question dont on va parler. Qui doit bénéficier in fine, finalement, de cette avancée en matière de production d'énergie renouvelable? Avant d'entrer dans le vif du débat, Antoine Defer, donc vous êtes, je vous le rappelle, vous travaillez à Service Conseil Expertise et Territoire, à 7. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous rappeler un petit peu le cadre général du qui fait quoi en matière de collectivité à l'égard des énergies renouvelables? Oui, exactement. Alors, je me présente un tout petit peu parce que je pense que je suis la structure qui est la moins connue autour de la table. Donc la 7, hein, juste pour en deux mots, c'est une filiale de la Caisse des dépôts sous la marque Banque des Territoires. Donc on est vraiment le bras armé au service du secteur public. Je m'arrête là pour la présentation de la 7. Donc effectivement, les énergies renouvelables, bon, on le disait juste avant, on a listé la plupart des technologies. Il y en a une qui est aussi en pole position, qui est le bois énergie. Effectivement, avec la biomasse, hein, qui est l'une des plus vieilles énergies renouvelables aussi, qui a jamais été exploitée. Et en Corrège, je regardais là quand même ce matin avant de venir, le département de la Corrèze est à peu près à 25% de taux de production ENR par rapport à sa consommation, avec des objectifs en France à 2030 qui sont autour de 33. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, en tant que département, vous n'êtes pas les plus mauvais, vous n'êtes sans doute pas les plus bons non plus, mais en tout cas, bon, voilà, vous êtes relativement dans la fourchette haute. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Et donc au sein du département, justement, pour revenir un petit peu à la question du cadre général, ben, il y a différentes strates qui vont pouvoir agir de différentes manières sur ce sujet des énergies renouvelables. Alors, il y a deux grands sujets. Il y a le sujet de la distribution d'énergie et le sujet de la production d'énergie. Bon, déjà, je vais assez vite évacuer le sujet de la distribution d'énergie. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est par exemple les bornes de recharge électrique, c'est par exemple les stations de distribution de biogaz, plus tard, pourquoi pas les distributions d'hydrogène également. Donc toutes ces compétences-là sont au sein des communes et la plupart du temps ont été déléguées aux syndicats d'électricité et de distribution d'énergie. Sur la partie production d'énergie en tant que telle, donc si je repars de l'échelle la plus haute ici, c'est-à-dire le département, on va trouver donc dans les compétences du département la possibilité d'avoir des actions de maîtrise de l'énergie et la possibilité de pouvoir solariser son patrimoine bâti. En gros, photovoltaïque, toiture. Cette compétence de solarisation de son patrimoine bâti, c'est la seule compétence qui est partagée par toutes les collectivités. Toutes les collectivités, à toutes les strates, peuvent solariser leur toiture. Donc c'est vraiment la compétence la plus basique qui soit. Le département n'en a pas d'autres. Ensuite, si je descends d'une strate, on va avoir les EPCI. EPCI, un peu à la manière du département, vont être assez peu pourvus en compétences en tant que telles, si ce n'est la capacité à solariser son patrimoine bâti. Et finalement, ceux qui se retrouvent les mieux pourvus, bien, ce sont les communes. Les communes, elles, ont la capacité, enfin ont dans leurs compétences en tout cas, le fait d'aller pouvoir produire des énergies renouvelables, du coup les plus larges possibles, hein, à partir d'une source d'énergie renouvelable, de l'électricité, de la chaleur également. Et donc ce sont les communes qui ont cette compétence de base, sauf si évidemment elles l'ont transférée à un échelon plus important. Mais en tout cas, voilà, c'est pour redonner un petit peu le cadre, hein, on se situe dans ce cadre-là, et c'est à partir de cette situation-là que se créent des outils, on en parlera peut-être plus tard, hein, qui permettent de faciliter, enfin d'aider en fait les communes à aller sur le développement des ENR, parce qu'elles se retrouvent avec beaucoup de contraintes. Ces communes, le manque d'ingénierie technique, juridique, économique, le manque financier,
aussi le manque de temps et la volonté de faire des économies d'énergie. Et donc tout ça, en fait, toutes ces contraintes-là, on peut bien sûr y répondre plus tard. Je vais laisser un petit peu les autres continuer peut-être sur la partie un petit peu générale et on reviendra sûrement sur quels sont finalement les outils, quelle est la démarche qui permet pour une commune de déverrouiller un petit peu l'ensemble des contraintes que j'ai exposées. Les outils, en fait, la forme juridique, c'est-à-dire les SPL, les SEM, on verra ça un petit peu après. Exactement. Alors, on va rester sur la présentation un petit peu du qui fait quoi finalement en matière de compétences. Jean-Luc Tarrega, vous êtes, je le rappelle, donc secrétaire général de la préfecture de la Corrèze. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous rappeler quelles sont les prérogatives de l'État en matière de transition énergétique ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette question qui est effectivement au cœur du sujet. L'État intervient effectivement dans les procédures au titre de l'instruction, mais depuis plusieurs mois maintenant, cette thématique a été inscrite dans les politiques prioritaires et donc bénéficie d'un certain nombre de suivis et même d'accélération. Suivi des projets en cours avec vraiment un suivi fin de chacune des étapes, parfois pour paralléliser les démarches et les faire aboutir plus rapidement. Le suivi au sein d'instances partagées avec le conseil départemental, un pôle énergie renouvelable, et puis des démarches nouvelles comme la mise en place de zones d'accélération des énergies renouvelables qui va permettre de bénéficier d'un certain nombre de facilités en termes de délai d'instruction, en termes de partage de la valeur sur le territoire pour augmenter et améliorer notre mix énergétique. Et puis, j'ai un rôle complémentaire puisque le préfet de la Corrèze m'a chargé de présider la CDPENAF, qui est une instance importante qui a une vision sur l'ensemble des projets qui peuvent se développer sur les terres agricoles, naturelles et forestières. Voilà, donc c'est un rôle qui est effectivement clé, un peu au cœur du réacteur, mais un rôle qui se veut facilitateur, accélérateur, mais aussi parfois modérateur. Alors vous évoquiez effectivement un pôle ENR avec le département, transition avec effectivement Pascal Coste. Monsieur le Président, quelle est aujourd'hui la vision du département de la Corrèze sur cette transition énergétique ? Alors, on considère que, alors c'est des positions assez iconoclastes, mais que nous avons un parallèle à faire entre l'eau et l'énergie. Et ce qui se passe sur l'eau est préfigurateur de ce qui va se passer sur l'énergie dans les jours qui viennent. Et les jours, c'est quelques jours, quelques semaines, au plus tard quelques mois, mais c'est vraiment une histoire de jours. Nous considérons au département de la Corrèze que l'énergie est un bien commun, comme l'eau, et que sans énergie, déjà nous-mêmes, on n'est que de l'eau et que de l'énergie, c'est l'espèce humaine, hein, qu'il n'y a pas de vie sans eau et sans énergie, et que la base des politiques publiques, et notamment politiques, devrait être l'énergie. Et donc, moi j'appelle de mes voeux, et on pousse fortement en cela, à ce que les prochaines échéances européennes, qui sont les prochaines échéances politiques, refondent peut-être l'Union européenne sur ces questions de politique énergétique. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est tous interdépendants, que le nucléaire qu'on n'a pas voulu produire en France, on l'a produit avec du gaz ou du charbon en Allemagne, que pour faire plaisir aux Allemands, on n'est pas découplé d'autres territoires comme l'ont fait le Portugal et l'Espagne, et qu'on est véritablement, en matière d'énergie, sur un sujet qui est géostratégique et qui est majeur. Et que, finalement, la crise en Ukraine n'est que le révélateur de ce qui se passe dans le monde, et que l'énergie reste certainement un des sujets les plus fondamentaux. Donc je pense que ces prochaines élections européennes devront avoir comme sujet aussi la question de l'énergie. Vous savez, il y a des cycles
qui sont souvent des cycles de 30 ans, où dans les années 60, 1960, on a fondé l'Union européenne sur l'agriculture notamment, dont c'est encore 50% du budget de l'Union européenne, et il y aurait pu y avoir d'autres choix. Ensuite, il y a eu un virage 30 ans plus tard, dans les années 90, et là, on est dans les années 2020. Je pense qu'il y a un virage à faire. L'Union européenne a quitté ou abandonné son Europe des marchands, où il n'y a que la libre concurrence et que la compétition, je dirais, qui est le seul guide. Et c'est un vrai sujet sur l'énergie, parce qu'on voit bien que l'ouverture à la concurrence des marchés a fait que le consommateur paye de plus en plus cher l'énergie, et que la seule concurrence voulue par l'Union européenne, elle n'a pas amené à une régulation du marché ou à la préservation des hommes, avec un grand H et un grand F. Donc, tout ça nous amène à ce qu'on est à un moment stratégique où on a refondé un modèle européen au travers des prochaines élections européennes. J'espère qu'on sera beaucoup plus là-dessus que sur l'immigration, sur d'autres sujets de sécurité qui sont très importantes, mais qui sont certainement moins stratégiques que ces sujets d'énergie. Donc tout ça pour dire que pour le conseil départemental, beaucoup plus modestement, au-delà de ce que l'on peut porter sur un plan beaucoup plus large, l'énergie est quelque chose de fondamental. Et donc, pour revenir peut-être un peu plus près à la France, c'est quand même assez stupéfiant dans un pays comme la France où on a à peu près les plus grands experts au monde, où on est capable d'exporter la plus grande matière grise que l'on peut avoir dans un pays, où on est capable de donner sa science à l'ensemble du monde. Mais on n'est pas capable de faire un vaccin, par exemple, pour le Covid, mais quand même. On s'éloigne. Oui, mais quand même. Mais on est capable, dans le même temps, d'imaginer qu'au début du mandat de Macron, on ferme des centrales nucléaires et à la fin du mandat de Macron, on est capable de les réouvrir. Ça veut quand même dire que dans un espace de 4 ans, les meilleurs scientifiques du monde, les meilleurs chercheurs, les meilleurs penseurs, ceux qui ont la science et qui nous imposent en permanence leur vision, ils sont capables de faire volte-face sans que ça choque personne. Non. Nous, on serait obligés. Nous, aujourd'hui, vous voyez ma veste. Alors moi, si vous voulez, je l'ai bleue des deux côtés. Comme ça, je peux la tourner, elle va pas beaucoup changer. Vous pouvez les regarder, vos vestes, elles sont pas toutes comme ça. Mais je n'achète pas une veste, voilà. Non, mais tout ça, parce que il faut quand même poser les choses. Ça veut dire que dans un pays où on a la meilleure science, où on a la meilleure capacité, on n'est pas en capacité d'imaginer que sans énergie, on n'est pas capable d'avoir de la croissance. On n'est pas capable tout simplement de faire le café le matin quand on se lève, ou le thé. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de vivre. Et donc, sur un sujet aussi essentiel, on n'est pas capable d'avoir une réflexion de fond. Donc nous, très modestement, en Corrèze, on considère que l'énergie, c'est un bien commun. Pourquoi je fais le parallèle avec l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Soline? À Sainte-Soline, aujourd'hui, vous avez, dans les Deux-Sèvres, le combat de l'eau. Et vous avez un sujet qui ressort dans tous les médias partout, c'est l'accaparement de l'eau par quelques-uns. C'est-à-dire cette capacité à faire en sorte que quelques-uns sont capables de faire des réserves et l'utiliser pour faire du maïs ou pour faire autre chose, et c'est-à-dire l'utiliser pour très peu de gens. Ça veut dire que si on ne considère pas l'eau comme un bien commun, qu'on n'en fait pas un espace public et que derrière on peut avoir un multi-usage entre des fonctions économiques, des fonctions sociales et des fonctions environnementales, on passe à côté de l'essentiel. Nous pensons en Corrèze que l'énergie, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup avec la Chambre d'agriculture sur une volonté, et avec l'État, qui est en train de porter un projet qui n'est pas facile, mais qui a compris l'enjeu corrézien autour de l'énergie bien commun, qui est de faire en sorte que sur le processus de création d'énergie, il y a à peu près 3 phases. Il y a une première phase, c'est la production. Qu'est-ce qu'on produit et où? Jean-Jacques en a parlé. L'éolien, ça devient conflictuel, c'est compliqué. OK, donc parlons du reste. Qui investit? C'est une deuxième phase de profit. Là, on doit être capable de ramener de l'investissement de nos collègues, des Corréziens d'abord, de l'investissement
des banques. Je vois beaucoup de banques qui s'investissent. On a le Crédit Agricole qui est en face, notamment, et bien d'autres. Je pense que là, on a une capacité à financer et de retrouver des centres de profit qui servent aussi à l'économie sociale et solidaire, comme des groupes coopératifs bancaires. Ensuite, il y a l'achat et la revente. En Corrèze, notre projet global, c'est de dire, aujourd'hui, dans les lois d'accélération qu'a pris le gouvernement, dans l'ensemble des procédures, et moi je voudrais remercier Monsieur le Préfet d'avoir fait en sorte que ce soit le secrétaire général. C'est pas un manque de confiance vis-à-vis de la DDT, loin de là, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir une DDT qui est visionnaire aussi en la matière. Mais c'est aussi important de ne pas être jugé parti. Et donc je pense que c'est important que l'État territorial ait consacré à son secrétaire général la présidence de la CDPNAF, que cette CDPNAF ait une doctrine qui sache, pour les investisseurs comme pour les autres, comment ça se place. Ensuite, que l'on ait donc sur la partie où on va investir, la Chambre d'agriculture est missionnée, notamment sur le foncier, de savoir quelle est la doctrine en matière d'agrivoltaïsme. Et je pense qu'on partage une conviction, c'est qu'il faut prioriser les projets collectifs. Pourquoi ? Parce que si demain on est sur l'accaparement de l'eau, l'accaparement de l'énergie par quelques paysans qui vont faire des grandes centrales photovoltaïques avec tous les caches secs qu'on peut avoir, que ça s'appelle des ovins, que ça s'appelle des bovins, que ça s'appelle tout ce que tu veux, il peut y avoir un vrai agrivoltaïsme sur des vrais sujets. Par exemple, protéger de la surimposition du soleil des vignes qui craindraient trop de chaleur et compagnie, mais qui auraient suffisamment de photosynthèse dans des régions qui le permettent, ainsi de suite, pour accomplir leur cycle végétatif. Ça, c'est de l'agronomie. Ça, on est d'accord. Ça, c'est la Chambre d'agriculture qui doit faire cette doctrine. Donc, pour nous, il est important que sur la phase première, qui est où un produit et comment on produit, ça soit des projets collectifs qui soient portés à la fois par la doctrine CDPNAF, à la fois par la doctrine de la Chambre d'agriculture, pour se dire comment on répartit cette valeur sur les territoires. Parce que beaucoup ont développé des parcs photovoltaïques à 3 000 € de l'hectare. Aujourd'hui, le département en développe à 8 000, voire à 13 000 € de l'hectare. Ça veut dire que ce n'est pas le foncier, y compris certains veulent acheter le foncier, bien sûr, ça coûtera moins cher. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette valeur ajoutée, comment on la répartit sur le territoire entre notamment tous les agriculteurs. Et on doit pouvoir faire de l'inclusion d'emprise, c'est-à-dire trouver des formules où chaque agriculteur ait un hectare. Enfin, ça, c'est la Chambre d'agriculture qui peut travailler pour que tout le monde retrouve de la valeur ajoutée sur le sujet. Ensuite, je l'ai dit, la valeur ajoutée autour de l'investissement, entre les investisseurs, les banques, les Corréziens, on doit pouvoir y arriver. Et le troisième sujet pour le département qui nous importe, c'est comment on est en capacité d'acheter et de revendre de l'énergie pour faire en sorte qu'on fasse un bouclier énergétique. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, dans ce pays, on soit en capacité de faire des centrales photovoltaïques au sol, notamment, ou sur des toits, respectivement à 7 et 15 centimes d'euros, ou 13,5, on ne va pas chipoter, entre 13 et 15 centimes, plus 3 centimes de turpe de distribution sur le réseau, en production localement, et que le commun des mortels rachète de l'électricité à 25 centimes d'euros, voire 50 centimes, voire 100 € comme on a pu le voir sur le marché spot. Ce n'est pas acceptable. Ça veut dire qu'on veut créer ce circuit court de l'énergie qui fasse qu'on soit en capacité d'acheter et de revendre cette énergie, recréer Électricité de Corrèze, de voir après 2025 comment on peut s'inscrire dans le cadre de l'achat d'énergie nucléaire ou d'énergie hydroélectrique qui permettent de stabiliser le réseau parce que c'est des productions d'énergie renouvelable qui sont alternatives, et donc de faire en sorte qu'on puisse justement vendre et faire en sorte que demain, notamment auprès des entreprises, on puisse installer des entreprises avec des prix garantis sur 15 ou 20 ans. Et ma conclusion sera la suivante, à ce stade, c'est de dire que pourquoi c'est possible en Corrèze ? Parce que la Corrèze, vous savez, c'est 1,5 TW de consommation électrique, ménages, entreprises compris. 0,8 TW de consommation pour le chauffage et autres dérivés du fioul. 0,8 TW qui correspond à peu près aux mobilités électriques, mobilité gasoil, essence et autres, bioéthanol. D'accord ? Donc ça veut dire que nous, lorsqu'on sera en 2035 sur la fin
du moteur thermique, on doit être en capacité de produire 2 à 3 terawatts d'énergie. Si on voulait le produire uniquement avec du photovoltaïque, c'est maximum 2% de la surface agricole du territoire. Donc ça veut dire que grosso modo, sur une commune qui fait 1000 hectares, ça veut dire 2 hectares de photovoltaïque maximum pour chacun. Ça veut dire qu'on est capable de trouver des endroits, surtout si on se groupe entre communes pour faire des projets qui sont un peu plus conséquents. C'est pour ça que le collectif est très important. Parce qu'il faut faire attention, on risque de se faire piller par des groupes qui viennent investir en Corrèze, prendre la valeur ajoutée et se barrer, et on n'aura rien, on continuera à produire de l'électricité bien chère. Donc c'est ça notre philosophie, c'est de faire en sorte que le partage de la valeur, elle soit du producteur sur la chaîne de distribution qui est essentiellement de l'argent, quoi, enfin de bancaire, jusqu'au consommateur avec cette interface de production et de distribution. Et donc nous avons su créer en Corrèze Electron Corrèze. On va peut-être en parler un petit peu sur les outils après. On en reparlera après. Oui. Bon, voilà quelle est notre ambition. Mais c'est vraiment un sujet fondamental et qui, eau et électricité, permettront véritablement de faire en sorte que nos territoires ruraux peuvent demain être les nouvelles clés de l'aménagement du territoire et de faire en sorte que dans les métropoles, on vive paisiblement parce qu'on est capable de pouvoir apporter les aménités qu'attendent la métropole et de désengorger les métropoles. Pourquoi ? Parce que, justement, il est rare de voir quand même la réindustrialisation de la France, l'industrie en France, au milieu des agglomérations et au milieu des villes. Et donc là, on a un espace de résilience. Et moi, je suis très heureux. Je vois notre chef de file écologiste avec son beau t-shirt vert en face de moi, élu à Brive, lui dire, je suis très heureux que dans les grandes villes, les écologistes, pas le cas chez nous, rassure-toi, puissent diriger les exécutifs. Parce que s'ils sont pas trop couillons, c'est quand même rare, mais excusez-moi, mais s'ils sont pas trop couillons, eh bien, on a un deal à faire avec eux, parce qu'on peut être les espaces de respiration qui trouvent un nouvel aménagement du territoire. Alors, on va rester, je retiens la notion de énergie en tant que bien commun. Je pense que c'est très important. Vous l'avez évoqué, la question du photovoltaïque. Hein. On parle de solaire en général, on parle bien de photovoltaïque, qui est une des parties du solaire. Ça met en exergue un certain nombre peut-être d'équilibre, enfin, on va dire un équilibre à trouver entre le foncier, la ruralité et l'agriculture en particulier. Dans ce cadre-là, Tony Cornelissen, vous êtes donc président de la Chambre de l'agriculture de la Corrèze. Aujourd'hui, les maires s'interrogent. Certains sont démarchés, d'autres mettent en place quelquefois des projets. Moi, j'ai souvenir d'un projet qui avait été extraordinaire, présenté comme étant exemplaire du côté de Hortafa dans le Pays Basque. Ce sont des hectares et des hectares, effectivement, emplis de panneaux photovoltaïques sous couvert d'agrivoltaïsme. Quelle est votre position aujourd'hui en tant que Chambre de l'agriculture sur cette question du développement de l'agrivoltaïsme ? Oui, merci. Bonsoir à tous. La première réponse, peut-être déjà, vous l'avez reçue dans la brochure qui a été envoyée à tous les maires et à tous les agriculteurs, c'est celle du photovoltaïque sur bâtiment. Ça reste une priorité, il faut que ça reste absolument une capacité pour les jeunes qui s'installent, pour les artisans, pour les commerçants, pour tous les hangars qui sont susceptibles d'être couverts par du photovoltaïque. C'est la première priorité. On a fait passer cette brochure justement sur laquelle un maire de Chamberet fait justement l'éloge d'avoir aussi mis du bâtiment photovoltaïque pour un usage agricole ou non. D'ailleurs, je pense que c'est la première priorité. Il faut qu'on regarde aussi la problématique du désamiantage quand on fait ça, et aussi de l'autoconsommation. Ensuite, sur la problématique photovoltaïque au sol, qui est quand même complètement différente de celle du photovoltaïque sur toiture. Nous avons, avec la profession, tenu jusqu'à aujourd'hui une position très tranchée pour être opposé au photovoltaïque au sol, en se disant ça va capter les terres agricoles, etc., etc. Sauf que on voit au niveau national, Monsieur le préfet, Monsieur Taringa l'a évoqué tout à l'heure, une demande forte aussi pour l'autonomie électrique, et on assiste aujourd'hui à une vague qui va déferler sur la Corrèze et dont aujourd'hui
moi je suis le premier à avoir alarmé un peu tout le monde en disant on est parti pour faire n'importe quoi et pour se faire dépouiller la valeur ajoutée créée par le photovoltaïque. Je rappelle simplement que quand un agriculteur ou une collectivité touche 3 000 € hectare, il en perd 10 qui s'évaporent et qui pourraient plus être restés pour le retour corrézien. Et je rappelle aussi que il engraisse aussi beaucoup d'investisseurs, notamment étrangers, notamment chinois. Donc tout ça, ça pose quand même question. Et le monde agricole, avec la partie économique et avec les maires, ne peut pas non plus s'opposer à une manne énorme qui pourrait venir sur notre département par l'électricité et que si on ne prend pas le virage, ça sera d'autres départements qui vont le faire en notre place. Donc, on est parti sur notre projet avec les deux notions qui ont été évoquées tout à l'heure par M. Taringa et par Pascal également. Ces deux notions fortes qui vont dicter notre doctrine et qui vont guider dans notre projet, c'est celui de deux volontés absolues. C'est que le photovoltaïque au sol doit être partagé par au moins les agriculteurs, les propriétaires, les maires, les collectivités, et non pas en faire profiter à quelques personnes, voire quelques dizaines de personnes ou quelques collectivités, donc la notion de partage. Et la deuxième notion qui est le retour sur territoire, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit pour nous et que ça soit fait avec une notion de garantie que ça reste sur le territoire. Et donc du coup, on a décidé, et en concertation avec Monsieur le Préfet, l'Association des maires, bien sûr Pascal Coste, de reprendre un peu l'initiative en la matière et de faire une proposition. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, constamment, à dire on est contre, on est contre, on est contre. Et donc, du coup, on est parti sur le projet qui va être mis en place dans les jours qui viennent, puisque les statuts juridiques ont été vérifiés. On a eu des contacts avec le national, avec les structures nationales, avec des juristes, pour créer une structure collective qui achète au nom des agriculteurs, au nom des propriétaires, au nom des communes, le foncier sous forme de groupement dans ces groupements, avec un potentiel de 2000 hectares éventuels, qui correspond à 2000 agriculteurs plus les propriétaires, plus les maires, qui abonderaient chacun à leur niveau à hauteur de 1 hectare pour couvrir le potentiel de 2000 hectares de la Corrèze. Alors, je m'explique. L'objectif des 2000 hectares, c'est la propriété du groupement foncier qui va être créé dans les jours qui viennent, qui aura l'objectif de le revendre et de le recéder à 2000 habitants de la Corrèze, avec des conditions particulières, en particulier sur le transfert des parts au décès des personnes, pour que ça reste bien corrézien, que ça reste bien aux agriculteurs, que ça reste bien aux actifs, et une part égale 1 hectare, et pour en faire un total de 2000. Donc cette démarche permettra d'avoir sous le coude du foncier disponible, et on changera la mécanique. Ça ne sera pas les investisseurs qui viendront dire on veut se mettre là, parce que on a un bon paysan qui a beaucoup de terrain, qui s'en fout pas mal et qui ne travaille pas bien. Et plutôt que d'aller mettre la panique chez les paysans autour, qui vont pas comprendre pourquoi lui, il aurait le jackpot et la chaise longue, alors que les autres, ils se lèvent à 6 heures du matin. Et donc derrière, on va expliquer que, derrière, la démarche de demain, c'est celle de 1 hectare par agriculteur et 1 hectare. Et donc, dans un groupement foncier avec des parts, ça serait compatible avec justement la démarche que vient de présenter Pascal, compatible Corrèze, origine Corrèze, compatible aussi avec l'utilisation des biens communs, et qui nous permettrait aussi, une fois qu'on a le foncier, de faire l'appel d'offres en collaboration avec l'ensemble des acteurs, aux opérateurs qui viendraient se mettre et sur lesquels on mettrait là aussi des conditions pour que le retour d'investissement sur les panneaux revienne aussi aux habitants et aux gens du pays. Pour que derrière, on ait, avec le premier étage de la fusée qui est le foncier, dont on se coupera avec le groupement foncier. Le deuxième étage de la fusée, c'est l'appel d'offres pour y mettre les panneaux. Et le troisième, c'est le fonctionnement et le PPI, justement, le retour électrique aux entreprises, le retour électrique au meilleur marché possible. Alors, j'entends bien effectivement cette notion qui rebondit sur celle d'énergie étant un bien commun
implique de fait cette notion de profit partagé que vous évoquez dans vos propos. Sur l'aspect des montages juridiques, donc là on a une forme de montage juridique. Antoine Defer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en type de montage pour que finalement les profits concernent le plus grand nombre? Oui, en fait, le sujet du partage de la valeur, c'est celui qui a été évoqué. Je pense que l'outil que vous êtes en train de créer, que vous créez, y répond totalement. Donc, à mon avis, il semble efficace là sur ce sujet particulier du photovoltaïque et notamment avec les agriculteurs, qui est un vrai sujet. Et ensuite, mais si on regarde le reste des technologies qu'il faut quand même aborder, puisque les objectifs, effectivement, le solaire va y répondre, l'éolien, il faut en discuter, mais en tout cas, voilà, toutes les autres énergies renouvelables sont quand même aussi à traiter avec tout type d'acteurs. Tout à l'heure, on peut mentionner des choses très basiques comme une toiture de mairie, les toitures des collèges aussi, si l'on parle du département. Tout bâtiment public, en tout cas, peut être aussi solarisé. Donc pour ces acteurs-là, en fait, il y a un sujet qui est, on en parlait tout à l'heure, vous parlez de séquences de 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des séquences qui sont longues, qui dépassent notamment un mandat. Sauf si vous durez 30 ans, je vous le souhaite. Mais en tout cas, voilà, la plupart du temps, c'est des temporalités très longues. Et pour répondre en fait à ce risque temporel, la solution qui est déployée passe par des outils qu'on appelle les entreprises publiques locales. Donc, que ce soit des SEM, que ce soit des SPL, pour ce qui existe de manière assez majoritaire. Les SPL, rappelez-nous. Les sociétés publiques locales, donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sociétés dont l'actionnariat est essentiellement public et qui travaillent pour ses actionnaires et qui n'a pas besoin d'être mises en concurrence. Et c'est là leur grande force de ces SPL. La contrepartie de la SPL, c'est que ce n'est que de l'argent public. Et donc, on n'a pas d'effet de levier de privé. Alors certes, depuis tout à l'heure, on dit, bon voilà, il faut faire attention aux privés qui viennent voir un maire, qui veulent faire un projet et repartir avec toute la valeur ajoutée. Justement, en fait, ces opérateurs de type SEM, de type SPL, elles permettent aussi aux collectivités d'avoir une structure vers laquelle se retourner quand elles se posent ce genre de questions. Demain, voilà, je suis un maire, j'ai un opérateur, un grand opérateur qui vient, qui a identifié un foncier sur ma commune, qui veut y installer un projet, qui me propose des choses qui ont l'air attractives. Moi, en tant que maire, du coup, comment je fais et vers qui je me tourne en fait pour pouvoir analyser tout simplement cette offre et voir si il y aurait peut-être pas mieux à faire avec ce qui m'est proposé. Et donc là, ces fameux outils qui regroupent des collectivités avec une gouvernance publique sont extrêmement utiles. Avec donc cette notion de valeur partagée. Alors partagée jusqu'où? Est-ce qu'on peut imaginer un partage jusqu'aux habitants? Quel est votre sentiment aux uns et aux autres à l'égard de l'acceptabilité déjà? Et Pascal Coste. Mais c'est ça, en fait, ce que l'on imagine sur un global, c'est la capacité sur la partie, si vous voulez, sur la partie foncière. Il y a en premier les toitures. Donc là, ce qui est important, et c'est peut-être un appel à l'ensemble des exposants qui sont ici et à tous ceux qui sont en dehors, comment on arrive à modéliser des structures, soit des carports, soit des abris de jardin, soit sur des toitures, en quantité suffisante, ça veut dire qu'il faut que l'appareil de formation s'y mette à 200 à l'heure, pour pouvoir monter des kits d'autoconsommation sur l'ensemble des toitures des particuliers. Ça, c'est un premier sujet, c'est de l'autoconsommation pour baisser la facture à chacun. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est tous les bâtiments de grande taille, ceux des collectivités ou pas, parce qu'ils peuvent être dans les deux cas. Hein. La mairie, ça sera d'autoconsommation à circuit, enfin, petite dimension. Il y a les grandes toitures. Sur les grandes toitures, il y a deux cas de figure. Il y a toutes les grandes toitures qui existent. Là aussi, il faut qu'on arrive à pouvoir faire des propositions, soit avec du co-investissement pour ceux qui ne veulent pas y aller, financièrement directement, soit avec leur propre argent pour les aider à faire. Le département vient de faire un appel d'offres groupé pour l'ensemble des communes qui l'ont souhaité. Il y a 90 ou 95 communes qui ont répondu pour faire soit un calcul d'ingénierie sur les études de faisabilité,
soit sur la conception-réalisation, soit sur la réalisation, sur ceux qui l'ont fait. Donc ça, c'est des outils pour favoriser, je dirais, le développement sur son propre parc. Le département va mettre 15 millions d'euros dans les 3 ans sur le développement de son propre parc, sur les collèges, sur les toitures, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'aide à chaque commune. Là, pour faire une petite parenthèse sur ce point-là, ce qu'on attend du service bancaire et de certaines banques, on va revenir vers elles, c'est qu'on puisse prêter à 100%, quelle que soit la taille de la collectivité. Parce que plus la collectivité est petite, plus il y a d'intérêt. Vous avez un bâtiment qui est un peu grand ou une surface libre pour une collectivité qui a 60 000 euros de budget, vous pouvez arriver à faire 30 000 euros de cash avec du photovoltaïque. Ça a du sens. Moi, à Bénin, quand j'ai fait la première grande toiture solaire en France de 700 mètres carrés sur l'école de Bénin en 2003, qui a été mise en service en 2005, c'est-à-dire le contrat finit l'année prochaine, pas l'année prochaine, dans 1 an et demi. Aujourd'hui, on facture de l'électricité à 78 centimes. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça veut dire que le toit produit quasiment ce qu'il produisait il y a 20 ans. Ça veut dire que c'est un avantage compétitif énorme pour la commune. Mais même si on revend toute l'électricité, même à 10 centimes, ça fera jamais que 60 000 euros de budget sur un budget de 800 000. Donc c'est pour ça qu'il faut que, les banques puissent prêter à 100% pour les collectivités qui veulent investir, mais pour les particuliers, je dirais que c'est la même chose. 2, que l'on puisse, à la DGFiP, ils sont là, pas très loin, juste là derrière, ils doivent nous entendre, qu'on n'intègre pas l'endettement qui est lié à de l'investissement productif comme le photovoltaïque, parce que là, il y a 0 risque. Soit ça sera la structure que va créer le département qui va racheter l'électricité et la revendre, donc on aura un contrat, soit c'est obligation d'achat, donc vous avez une certitude sur 20 ans d'avoir le retour sur investissement. Donc je ne vois pas pourquoi c'est bankable. Donc je ne vois pas pourquoi la banque ne suivrait pas, et je ne vois pas pourquoi la DGFiP mettrait dans les réseaux d'alerte des communes qui auraient des endettements très importants qui sont liés à de l'investissement productif et qui leur ferait, pour certains, 20% de budget en plus, quoi. Ça, la réalité. Donc ça, c'est un travail qui nous reste à parfaire. On va travailler, on a déjà discuté avec M. Tariga, et, qui est très à l'écoute, et M. le Préfet, pour voir à la DGFiP comment on peut ne pas mettre en alerte ces zones-là. Pour les bâtiments, les grandes surfaces, parce que vous parlez de sujets-là, c'est comment on aide les entreprises à amener justement soit de l'autoconsommation de l'investissement. La SEM, Corrèze Énergie, est en capacité aussi de produire un certain nombre de choses, mais il vaut mieux quand même investir soi-même, hein, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, pour tout ce qui est ça suppose un dernier point que je voulais aborder aussi publiquement là devant vous, c'est la question du coût du raccordement. Parce que lorsque vous êtes en ville, lorsque vous êtes proche des postes sources, il n'y a aucun problème. Lorsque vous êtes dans du milieu diffus et pour des agriculteurs, dire à chaque agriculteur, vous pourrez avoir du photovoltaïque sur des toits, eh bien là, il y a un vrai sujet inégalitaire. C'est-à-dire que dans le solaire notamment, il y a 2 grands sujets d'inégalité. Le premier sujet, c'est l'exposition au soleil. Nous, on a la chance d'avoir 1200 heures, vous êtes à 900 heures dans le nord, vous êtes à 1600 dans le sud. Ça veut dire que le même projet, avec le même investissement, il passe d'un investissement de 1 à 2 en France. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de varier le sujet. Pour la Corrèze, il y a un deuxième sujet de variabilité qui est quand même très important, c'est la question du coût du raccordement. Et donc il faut, dans le cadre des projets collectifs et dans le cadre du projet que porte la Chambre d'agriculture, notamment pour les projets agricoles, mais on y liera aussi les projets artisanaux et industriels, bien entendu. Mais c'est quand même les projets agricoles qui sont le plus diffus. C'est de voir comment, et ça, je n'ai pas la solution encore, mais on va y travailler, comment on est capable de mutualiser les coûts de raccordement. Parce que quelqu'un qui est à 300 mètres d'un transfo ou 500 mètres d'un transformateur, c'est pas la même chose que quelqu'un qui l'a au cul de la parcelle, quoi. Donc, et donc, il y aura des projets qui sont possibles. Je rappelle que la loi, sous couvert de notre secrétaire général, c'est 30% de toiture couverte à l'horizon 2030. Mais je vous garantis que 30% de couverture couverte, là, les gars, on peut déjà trouver des salariés pour bosser dans le milieu, parce que personne n'est capable en Corrèze, dans les opérateurs que l'on a, de réaliser le challenge. Et je ne vous parle pas de l'énergie hydroélectrique, je ne vous parle pas de la biomasse, je ne vous parle pas de la géothermique qui
nous, on a gardé la partie photovoltaïque qui est plus du ressort d'ailleurs des collectivités. Je salue les présidents d'Interco. Il y en a un certain nombre qui sont là, qui bossent de manière forte aussi sur ces autres sujets d'énergie. Mais voilà, je voulais revenir au-delà de la boîte à outils du département pour pouvoir créer électricité de Corrèze, c'est-à-dire la capacité d'acheter l'électricité qui est produite à la place d'obligation d'achat d'EDF, obligation d'achat, pour pouvoir le revendre au prix plus le TURP, plus un peu de gestion, c'est-à-dire de faire en sorte que pour les particuliers et pour les entreprises, on ait un prix stable sur 5, 10 ou 15 ans, ou 20 ans. Pourquoi ? Parce que demain, on va voir ce qui est arrivé, par exemple, en Haute-Corrèze, mais qui n'est pas grave parce que ce sont des investisseurs qui ont un retour de valeur ajoutée sur le territoire. Je parle de Vuitton, parce qu'on a la chance d'avoir, et je vois Pierre Chevalier qui est là, président de l'Interco, on a la chance d'avoir de l'américonnerie, enfin des gens qui travaillent pour eux. Mais imaginez demain des grands groupes du CAC 40, un peu partout, qui viennent investir à Corrèze, aller chercher de la valeur ajoutée, nous piller, ça sera pire que les broutards, quoi. Pour pouvoir faire des PPA, c'est-à-dire des contrats à 20 ans pour leur garantir un approvisionnement d'énergie à pas cher. Et nous, on n'aura aucune retour de valeur ajoutée, à part 2 ou 3 individus qui auront su vendre leur terrain. C'est pas quelque chose d'acceptable. Donc il faut qu'on soit en capacité, et c'est pour ça qu'on va créer Énergie de Corrèze, qui va être en capacité de racheter les produits qui sont la production qui est faite localement d'énergie renouvelable, de pouvoir faire le complément avec l'hydroélectricité et la REN, enfin l'énergie nucléaire, bien entendu, pour pouvoir couvrir l'ensemble, et de pouvoir distribuer aux particuliers et aux entreprises toute l'année à un prix compétitif. Et nous venons de créer depuis le 1er juillet 2023 un premier prototype qui ne s'appelle pas encore électricité de Corrèze, il s'appelle Électron de Corrèze, parce que si ça ne marche pas, au moins on aura gardé le truc. À Ussel et à Bord, entre le centre d'entretien routier de Bord, le centre d'entretien routier de Ussel et la maison des solidarités d'Ussel, ils sont raccordés depuis le 1er janvier, non plus sur le réseau EDF, ou n'importe quel opérateur, mais par l'opérateur que nous avons créé qui s'appelle Électron de Corrèze. Nous achetons de l'énergie renouvelable. Là, pour le coup, pour l'instant, c'est une centrale hydroélectrique qui a été créée, financée par un Corrézien très proche à Mest, et qui nous revend de l'électricité. On achète de la REN, enfin de l'énergie nucléaire sur le marché libre en complément, et on livre, là pour le coup, à 3 compteurs du département parce qu'on veut assumer les risques. C'est en fait ça, au travers d'électricité de Corrèze, que l'on veut recréer, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir faire ce bouquet énergétique qui fasse qu'on revende à un prix compétitif et qu'on n'aille pas chercher du profit pour du profit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'Union européenne nous entraîne dans les enfers aujourd'hui, et la seule concurrence qui est la règle aujourd'hui numéro 1 de l'Union européenne montre toutes ses limites, notamment sur l'énergie, parce qu'on voit bien que la concurrence n'amène pas à moins de prix pour les particuliers et pour les entreprises. Au contraire, elle amène à ce que tout le monde paye plus cher. Et donc, c'est la faillite générale. Voilà, donc on ne veut pas que dans quelques années, on ait une nouvelle crise de l'Ukraine, qu'on dise « Ah, ben le gaz russe fait qu'on est indexé sur le machin ». Eh bien, en Corrèze, ici, c'est la Corrèze, on va être indexé sur les Corréziens. En prenant les devants, ça, j'ai bien entendu. Monsieur Tarrega, on a évoqué la question de la DGFiP, on a évoqué également la question du rôle des services de l'État par rapport à cette problématique. Est-ce que du côté de la préfecture de la Corrèze, on est optimiste sur l'avenir du photovoltaïque dans le département ? Alors oui, je vais vous dire une chose, c'est qu'on suit évidemment à la fois avec la Chambre d'agriculture, le conseil départemental, les collectivités, l'ensemble de ces projets. Et effectivement, Monsieur le Président l'a souligné, le préfet m'a chargé de cette coordination pour qu'on arrive, in fine, à un résultat qui profite au département, à ses habitants, à ses collectivités. Cette coordination, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que on pourra mettre en place une organisation qui donnera un signal. Ce signal aux porteurs de projets, pour certains, on le sait, aux appétits aiguisés en matière financière, on va leur donner le signal qu'en Corrèze, on partage la valeur,
qu'on redistribue aux habitants, et tout cela, évidemment, dans un cadre légal sécurisé. Et donc, c'est pour ça qu'on se parle beaucoup, régulièrement, pour arriver à ce résultat-là. Mais j'ai envie de vous dire, et sans faire de mauvais jeu de mots, que nous sommes dans une bonne énergie et dans une dynamique qui est assez impressionnante, hein, parce qu'elle avance très rapidement et elle progresse dans le bon sens. Je voulais aussi signaler quand même qu'il y a un certain nombre de projets de loi et de propositions de projets de loi pour faire aussi avancer les industries vertes et la réindustrialisation dans nos territoires. Et nous avons aussi un certain nombre de projets, de sujets qui vont naître dans les semaines, dans les mois qui viennent sur le territoire. Et évidemment, l'État départemental sera pleinement mobilisé aux côtés des collectivités pour les voir émerger. Nous sommes dans une bonne énergie, avez-vous dit. Monsieur Cornelissen, je voulais réagir par rapport à ça, avant de conclure. Eh bien, écoutez, non, merci parce que Monsieur Taringa me donne le fil de la continuité, puisque nous avons déjà commencé à réfléchir au nom de la structure, c'est le plus facile, hein, qui s'appellera vraisemblablement Foncière Rurale Corrèze. D'accord. Bon, la foncière rurale, c'est déjà bien. On doit poser les statuts la semaine prochaine. On doit ensuite rencontrer l'ensemble des intervenants avec lesquels on a travaillé pour leur faire valider le dispositif, notamment, bien sûr, l'association des maires, la préfecture, le conseil départemental, la SAFER, les propriétaires. Tout ça pour qu'ensuite, une fois porté, et les maires, un certain nombre de maires nous l'ont demandé aussi directement depuis les réunions que vous avez faites sur le pôle d'accélération, monsieur le préfet et le secrétaire général, c'est qu'ils sont tous avides d'informations. On le voit aussi là aujourd'hui avec le public nombreux. C'est que derrière, ils veulent aussi avancer, mais ils veulent avancer en cohérence avec une vague départementale partagée par tous et par toutes. Et notre objectif dans cette démarche, c'est que franchement, on amène tout le monde et que tout le monde suive cette démarche, parce que derrière, on n'a pas envie que Pierre, Paul, Jacques et Jean se fassent le chancre d'une opposition. Ça doit déborder la problématique syndicale, agricole, la problématique politique, de la couleur politique. Je pense qu'on a un objectif commun. C'est quand même assez urgent, et je dirais même presque urgent, et on a capacité à travailler bien ensemble. On peut faire venir des opérateurs sur le département, ça n'empêche pas. Tout à l'heure, j'évoquais avec un certain nombre d'opérateurs. Mais tout de suite, on a quand même le bateau à prendre ensemble, je le souhaite, parce que ce n'est pas un projet agricolo-agricole, hein, c'est un projet partagé qu'on a souhaité partager avec tous et sur lequel aujourd'hui, on veut le faire partager et on veut en informer le plus possible dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, j'entendais, j'en retiens, solariser le bâti. Solariser le bâti, produire local, on l'a dit suffisamment, partager la valeur, hein, je pense. Ce sont peut-être trois des conditions essentielles pour réussir cette fameuse transition énergétique. On évoquait l'échéance de 2030. 2030, c'est demain. Monsieur le Président, en conclusion. Si c'est la conclusion, juste un mot. Oui, monsieur Coste. Moi, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des partenaires et dire combien la Chambre d'agriculture est moteur sur ce sujet. C'est pas que simple, parce qu'on a un président de Chambre d'agriculture qui est courageux, parce que c'est pas facile. Non, oui, mais c'est pas de la flagornerie, parce que c'est pas le style de la maison. Mais je pense qu'il y a eu des grandes lois d'orientation de l'agriculture et compagnie. L'agriculture a toujours su apporter sa contribution aux besoins de la société. Aujourd'hui, il y a aussi l'indépendance alimentaire, il y a l'indépendance énergétique, et je pense qu'il faut que nos gouvernants n'oublient pas que des choses telles qu'est en train de faire le président de la Chambre d'agriculture, indépendance alimentaire et indépendance énergétique, c'est tout à fait possible. Et dire que l'administration corrézienne, l'État territorial, c'est aussi écouter les acteurs et se mettre du côté de la volonté locale. Et moi, ça, j'apprécie aussi énormément, parce que c'est pas si simple que ça, parce que on réinvente une forme de collectivisme qui est pas aussi évidente que ça, mais c'est aussi le bien vivre ensemble. Donc merci à vous pour ce que vous faites, et j'espère qu'on arrivera au bout. Merci Pascal Coste. Jean-Jacques Dumas, en conclusion. Eh bien, moi, je dirais que l'association des maires ne peut être satisfaite que des propos qui ont été tenus autour de cette table. Quand on entend le président de la Chambre d'agriculture
et je fais comme Pascal Coste, je félicite Tony Cornelissen pour sa hauteur de vue sur ces sujets comme sur beaucoup d'autres. Quand on entend Tony Cornelissen, le président de la Chambre d'agriculture, Pascal Coste, le président du conseil départemental, et Jean-Luc Tarrega, le représentant de l'État aujourd'hui autour de cette table, on ne peut qu'être satisfait. L'association des maires approuve ces propos et ce qu'on peut envisager pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on produira de l'électricité en quantité importante et la valeur sera partagée, la valeur restera aux Corésiens, et c'est ça l'essentiel. C'est une des questions essentielles que j'avais posées au début de cette table ronde, et je crois que vous avez parfaitement répondu, et je vous en félicite tous les trois. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, merci Antoine Defferre, merci Jean-Luc Tarrega, merci Pascal Coste, merci Tony Cornelissen. Nous sommes dans une bonne énergie donc. À très bientôt pour une prochaine édition. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci encore.